Que se passe-t-il, Carl, entre Donald Trump et l'Iran, au juste? You know, you have a Vous avez une piste, vous êtes le seul. You're the only one. Que pensez-vous de la façon dont la guerre se poursuit et se transforme en guerre économique? On n'avait jamais vu ça auparavant. C'est pas nouveau pour l'Iran. Cela fait plus de 47 ans qu'il subit des sanctions et une guerre économique. Et tout le pays sait comment y faire face, surtout après une guerre ouverte avec les États-Unis et Israël. Mais là, c'est autre chose pour l'Iran. Alors, que veulent-ils? Voyez-vous une quelconque stratégie, à court terme, selon moi, qui pourrait apporter un bénéfice à l'administration Trump dans ce qui se passe actuellement? First, Nima, I'm going to put on my historian's hat here. D'abord, Nima, je vais mettre ma casquette d'historien un instant. Ce n'est pas un phénomène nouveau. En fait, on peut très bien soutenir, et certains historiens l'ont fait, surtout ceux qui ne sont pas pris dans la guerre et qui regardent les faits tels qu'ils sont, que les États-Unis ont provoqué le Japon à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Et la manière dont nous l'avons fait ressemble précisément à ce que Donald Trump fait aujourd'hui. Pas exactement, mais dans ses grandes lignes, la politique que Besant, par exemple, préconise, a vraiment été à l'origine des problèmes du Japon. Et elle a, à bien des égards, contribué à produire la guerre qui a suivi, l'attaque de Pearl Harbor, et ainsi de suite. Je ne parle pas un seul instant des aspects tactiques de ce qui s'est passé. Je parle de la décision du Japon d'entrer en guerre contre les États-Unis d'Amérique, alors que beaucoup de ses responsables les plus avisés, militaires comme politiques, savaient que c'était un pari énorme. Et comme l'a dit Yamamoto, il était quasiment certain que le Japon perdrait. Malgré cela, ils sont entrés en guerre. Ils sont entrés en guerre parce que nous avions rendu leur situation économique intenable. Ils ne pouvaient tout simplement pas survivre avec les embargos que nous leur avions imposés. Et la grande question historique, c'est de savoir si nous le savions ou non. Savions-nous que nous poussions inévitablement le Japon vers le conflit? C'est la question. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre avec certitude, mais c'est de cela dont nous parlons ici. Et cela fonctionne dans les deux sens, et je pense que cela joue de manière plus spectaculaire en faveur des Iraniens que de l'Empire. Et ce que je veux dire par là, c'est que leur impact sur notre capacité à soutenir ce conflit, d'un point de vue économique, est bien plus important que notre capacité à influencer l'Iran, surtout avec la Russie et la Chine derrière lui, pour qu'il renonce à se battre en quelque sorte pour des raisons économiques. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il n'y a toujours aucune chance que les États-Unis l'emportent sur l'Iran. Et si nous continuons à faire le genre de choses que nous faisons, nous risquons de provoquer l'Iran et de l'amener à une tentative vraiment draconienne qui réussirait probablement, au moins en partie, à perturber gravement l'économie mondiale. D'abord, peut-être l'économie régionale qu'ils ont déjà très bien réussi à affecter, mais surtout l'économie mondiale. Ce ne serait pas un grand saut par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, qui a eu un impact sur l'économie mondiale, mais qui jusqu'ici reste plus ou moins supportable. Or, cela prend de plus en plus d'ampleur et pourrait la rendre invivable, ou du moins invivable pour une bonne partie du monde, tant sur le plan économique que pour ce qui est tout simplement de préserver la vie. Quand on regarde le Sud global et les autres populations qui n'ont pas de quoi manger, elles n'auront plus de quoi manger de manière draconienne si l'Iran fait ce qu'il va faire. Et puis, il y a les nouveaux développements, à l'échelle régionale, mais aussi, à certains égards, internationale. Vous avez la Chine. Et vous avez la Russie, et vous les voyez adopter une posture différente vis-à-vis de l'Asie du Sud-Ouest. Une posture complètement différente,
qui se traduit désormais, par exemple, par des exercices aériens entre la Chine et l'Égypte, ainsi qu'avec d'autres membres de la région d'Asie du Sud-Ouest qui veulent s'y associer, dont l'Iran. Donc, nous avons désormais la Chine et bien sûr la Russie, mais la Russie de façon un peu moins ostentatoire, parce qu'elle est évidemment mobilisée en Ukraine. Mais la Chine fait maintenant des choses qui ne figurent pas dans son mode d'action habituel. Et elle ne les fait pas tant parce que la stratégie évolue au jour le jour, c'est le cas, mais parce que l'Empire l'y contraint. Et donc, vous avez maintenant une Chine qui agit de manière bien plus affirmée et qui dit en quelque sorte, nous vous garantissons, Washington, que vous ne vaincrez pas ce pays. Washington, that you're not going to defeat this country. Voilà ce qui a été rapporté sur Bloomberg, Larry. Comme vous le voyez sur cette image, il est indiqué que les États-Unis n'ont plus que 41 jours de réserve de pétrole brut, le niveau le plus bas depuis les années 70. Oui, depuis 72, je crois. Le plus bas depuis 72, si je me souviens bien. Since 72, if I remember. C'est ainsi que le détroit d'Ormuz exerce son influence. It's not just the Strait of Hormuz. Ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz. Il faut aussi reconnaître le mérite des Houthis. Il y a aussi la mer Rouge. Exactement. Et cela va prendre une importance de plus en plus grande tant que, et si vous avez entendu les dernières informations, nous avons tellement perdu le contrôle de Bab el-Mandeb et de cette zone en général que les pirates somaliens sont de nouveau sortis en mer. Ils opèrent à nouveau. Nous avions, vous savez, la force opérationnelle interarmée combinée, la force opérationnelle interarmée américaine et la force opérationnelle combinée qui incluait même les Chinois. Nous avions effrayé les pirates somaliens. Nous les avions dissuadés. Nous les avions renvoyés à terre où ils faisaient ce qu'ils devaient faire pour gagner leur vie. Maintenant, ils sont de nouveau en mer et ils arraisonnent encore des navires parce que c'est la mêlée dans le détroit de Bab el-Mandeb. Il n'y a plus personne sur place pour assurer la sécurité comme avant. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire sortir de Djibouti et d'ailleurs ses forces, chinoises, françaises et autres, pour déployer une force navale là-bas et s'occuper des pirates somaliens, tant que les Houthis continuent de faire ce qu'ils font. Nous avons donc, si vous voulez, un double problème dans cette zone. Il y a seulement quelques heures, nous avons appris qu'un autre pétrolier avait été pris pour cible dans le nord de la mer Rouge, près des côtes de Yanbu. C'est un port d'Arabie Saoudite. Et en gros, les Houthis contrôlent tout. Ils contrôlent tout dans le détroit de Bab el-Mandeb. Si l'on pensait que le port d'Eilat en Israël était pratiquement mort avant tout ça, aujourd'hui, il a un pieu planté dans le cœur. Et ce port était très important pour Israël. Pas aussi essentiel que, disons, Haïfa, mais c'était un port très actif. Beaucoup de marchandises y transitaient, et il y a aussi beaucoup d'installations militaires de Tzahal. Enfin, je crois qu'il y en a deux de l'armée de l'air et une des forces terrestres au nord d'Eilat, qui rencontrent main difficulté et la FLM. You can't get a ship in there. Aujourd'hui, nous avons appris qu'Asim Mounir, le Pakistanais Asim Mounir, s'est rendu en Iran pour parler avec des responsables iraniens, avec le président du Parlement iranien. En gros, il transmettait le message des États-Unis à l'Iran. Et ils ont dit que les conditions préalables étaient les mêmes. Et ils doivent. Les conditions préalables, comme vous vous en souvenez, ont été mentionnées dans la dernière déclaration du Conseil de sécurité nationale iranien, du Conseil suprême de sécurité nationale. Elle évoque tous les fronts, du Yémen à l'Irak, puis au Liban et à la Palestine. Et ce sont les conditions préalables, encore et encore. Pensez-vous que Donald Trump, en plus d'exercer une pression économique sur l'Iran,
envisage toujours de reprendre la guerre après les élections de mi-mandat. Répondre à une question sur l'avenir et sur la manière dont Donald Trump prend ses décisions, c'est impossible. Je veux dire, on peut spéculer, mais cet homme part dans tous les sens au quotidien. Bon sang, même d'heure en heure. On ne sait jamais ce qui va sortir de sa bouche. On ne sait jamais vraiment ce que beaucoup de ses disciples, surtout Bessent et Hegseth, vont dire. Et on ne sait jamais quel impact cela aura sur ce qui se passe. Dans le cas de Hegseth, cela a en ce moment un impact majeur sur les forces armées. Beaucoup d'hommes et de femmes au sein des forces armées se posent aujourd'hui des questions fondamentales. Est-ce que j'obéirais à un ordre que je considérerais comme immoral, par exemple, ou contraire à l'éthique, ou à un ordre avec lequel je ne serais pas d'accord, comme par exemple larguer des bombes sur ces civils là-bas, ou faites ceci, ou faites cela. Il y a des conditions propices à la mutinerie qui se développent dans les forces armées, du fait de ce que fait Hegseth et Trump aussi. Vous avez remarqué toutes les exaltations et les remarques qu'il fait chaque fois qu'il est avec les militaires ou qu'il s'adresse à eux. La plus grande armée à la surface de la Terre. Bla, 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 bla. Eh bien, Hegseth a des problèmes dans les rangs en ce moment. Beaucoup de problèmes dans les rangs. Ce n'est pas seulement le nationalisme chrétien. Ce n'est pas seulement des choses comme Hebrew, le fait de ne pas recevoir suffisamment de nourriture et d'eau, et tout ça de ne pas avoir assez de temps de repos. C'est toute cette affaire avec Donald Trump, commandant en chef, et Pete Hegseth, son disciple, à la tête des forces armées. Je ne parle pas tant des officiers généraux, des généraux et des amiraux, que des colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines, et des grades civils équivalents dans la hiérarchie. On parle de gens qui se demandent vraiment ce qui se passe, bordel, au sein de leur propre grade et de leur propre armée. Le fait que nous ayons des chefs d'état-major apparemment lobotomisés, qui n'en perçoivent aucun signe ou qui le dissimulent et mentent à ce sujet, montre à quel point le commandement des forces armées des États-Unis est dysfonctionnel. Et je le pense vraiment. Ils sont brisés. Mais Hegseth je ne sais même pas si Hegseth est au courant de ça, parce que je soupçonne que l'information est bloquée par ses officiers généraux et d'autres personnes qui se trouvent entre Hegseth et les soldats du rang. Donc ce qu'il voit quand il va parmi les troupes, ce n'est pas forcément une quelconque opposition ni une quelconque inquiétude. Ce qu'il voit, c'est quelque chose de préparé et mis en scène, comme on disait dans l'armée. On met devant lui les gens qu'on veut qu'il voie, et cela vous donne une image positive si vous êtes le général responsable. Tous ces problèmes se développent donc sur le terrain. Soit personne n'en informe ceux d'en haut, et surtout le président des États-Unis, soit on lui ment, soit les deux. Résultat, il ne peut pas avoir une vision claire de l'instrument de politique qu'il utilise en ce moment et dont il abuse en ce moment, les forces armées. Et Hegseth ne risque pas de la lui donner, même s'il en a une. Et maintenant, nous avons ces énormes problèmes concernant les Noirs qui servent dans l'armée. Par exemple, ce porte-avions qui sortira des chantiers navals à l'avenir devait porter le nom de Dory Miller. Dory Miller était un héros à Pearl Harbor, sur l'Arizona. C'était un héros. Il a été décoré par Chester Nimitz lui-même. Ils allaient donner son nom à ce porte-avions. Eh bien, ils ont changé d'avis. Maintenant, ils vont donner le nom de Trump au porte-avions. Du moins, c'est ce qui se murmure au Pentagone. Et ça ne plaît pas du tout aux Noirs dans les rangs de l'armée, parce que Dory Miller est un héros pour eux, et il doit l'être. Il devrait être un héros pour la nation. Donc, toutes ces choses se produisent, et elles endommagent, si vous voulez, l'instrument que Trump utilise pour mener cette guerre insensée contre l'Iran.
Alors on entend de plus en plus d'éloges, de plus en plus de déclarations hagiographiques, de plus en plus de louanges envers l'armée, de plus en plus de « nous avons la plus grande armée du monde », blablabla, bla, bla, alors qu'elle est en train de s'effondrer sous leurs pieds. Et cette guerre n'aide pas du tout. Ce n'est pas seulement Lincoln. Ça se produit ailleurs aussi. Et quand un commandant d'équipe des forces spéciales en Israël ouvre un briefing, comme ça s'est produit récemment, par une prière à Jésus en Israël, alors que des personnes dans les rangs ne sont pas chrétiennes, que des membres de cette équipe de SEAL ne sont pas chrétiens, que des membres de cette équipe de SEAL sont juifs et qu'ils commencent par une prière chrétienne, il y a un problème majeur. Et Hegseth ne fait rien à ce sujet, s'il en sait quoi que ce soit. Et une grande partie de tout ça, il l'encourage. Une grande partie, il l'encourage. Franchement, Nima, quand je vois les conseils que Hegseth reçoit de sa femme ainsi que les actes de Hegseth lui-même, je dirais qu'ils sont tous les deux des racistes blancs cachés. C'est la conclusion à laquelle j'arriverai. Ils ne peuvent pas le montrer aussi ouvertement, mais ils peuvent tout à fait prendre des mesures qui le reflètent. Je pense que ce sont tous les deux des racistes blancs qui se cachent. Et nous avons une armée véritablement multiculturelle. Je veux dire, vous alignez une escouade de fusiliers de 10 ou 11 hommes, vous aurez probablement 2 ou 3 religions différentes. Et pas seulement des différences du type méthodiste, catholique ou baptiste. Vous aurez des musulmans, des bouddhistes, des chevaliers Jedi, des athées. Vous pourriez même avoir un Wiccan. Et vous aurez des gens qui sont, dirais-je, des chrétiens traditionnels. Mais vous n'aurez pas ce tissu de nationalisme chrétien blanc, fondamentaliste et sioniste dans cette escouade de fusiliers ou dans ce groupe de soldats quels qu'ils soient. Soldats de l'armée de terre, marins, aviateurs, marines. Donc, je ne sais pas si Hegseth comprend cela. Ce que je sais, c'est qu'il fait de son mieux pour la rendre blanche comme un lys et de son mieux pour la rendre masculine. Je ne sais pas si c'est le reflet de ce que je viens de dire. Je le suppose. Mais c'est aussi extrêmement dangereux pour les troupes multiculturelles, multilingues, multireligieuses et non religieuses que nous avons aujourd'hui, ainsi que pour les officiers qui vont avec. Les officiers qui sont catholiques intégristes, par exemple, et qui adhèrent à cette idéologie nationaliste chrétienne. Et quand je parle de catholiques intégristes, je veux dire quelque chose comme l'Opus Dei, aggravent alors le problème et le rendent bien plus profond. Donc, ce n'est pas une période heureuse pour être dans l'armée en ce moment. Et il utilise cet instrument, qui n'est pas heureux, d'une manière vicieuse et meurtrière dans cette guerre. Et quand le général Kane intervient et fait un briefing sur ces merveilleux soldats de l'Air Force, ces troupes de l'Air Force qui pilotent ces merveilleux avions, ces B-52, ces B-1 et tout le reste, vous savez combien de fois faut-il faire ça avant que quelqu'un ne soupçonne que vous mentez comme vous respirez? Et je dis ça alors que mon fils en fait partie. Mon petit-fils aîné, en fait partie aussi. Bon, il ne vole pas là-bas. Il est à San Diego, je crois, où il fait du travail de formation pour l'Air Force. Mais enfin, il pourrait être là-bas. Voyez-vous le moindre signe que Donald Trump ait tiré quoi que ce soit de cette guerre? Pas du tout. Pas du tout. La seule chose qu'il a apprise, c'est que ça lui fait du tort. Et il est anxieux. Il est désespérément anxieux à l'idée d'en sortir. Et il fera à peu près n'importe quelle action militaire pour s'en sortir, ce qui m'inquiète profondément. Parce que je sais qu'au Pentagone, certains parlent d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance juste pour faire passer le message à l'Iran que nous en avons beaucoup d'autres d'où celle-là vient. C'est une évolution dangereuse. Mais il devient désespéré. Et pour d'autres raisons, Bibi Netanyahou devient désespéré en Israël.
Bibi Netanyahu is getting desperate in Israel. Every time I pick up a Haaretz now and read some of the editorials. Chaque fois que je prends un Haaretz maintenant et que je lis certains éditoriaux, surtout, mais aussi certains articles, comme par exemple celui d'hier sur ce qui se passe en Cisjordanie, avec cet appel d'offres qui va totalement à l'encontre de tout ce que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prévoyait pour cette zone. Oui. Et ce que nous avons dit, vous savez, c'est du genre, bon, allez, on a un terrain à vous vendre et il appartient à ce type-là. Faites-le partir. Sa maison est là. Oh, rasez cette maison. Non, ne la rasez pas. Je veux l'occuper. D'accord, prenez sa maison. Dégage de là, mon vieux. Ils ont dit, boum, mort. Oh, laissez-moi vous lire quelque chose. C'est Diane Williams qui est président de l'Association de la presse étrangère. Je vais vous lire. I'm going to read it. La réactivation du Conseil de la paix pourrait bien sûr être liée au candidat dont le nom circule pour remplacer l'actuel secrétaire général Antonio Guterres, le Bulgare Nikolai Mladenov, qui a coiffé Tony Blair au poteau pour devenir le chef des larbins du Conseil. C'est le Conseil pour Gaza. Cela fait de lui un sérieux concurrent face à l'Argentin Rafael Grossi, connu pour son rôle à l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'a plus que quelques mois pour trouver un casus belli nucléaire contre l'Iran. Et, dans la grande tradition de l'impartialité, l'ancienne ambassadrice des Émirats arabes unis, Lana Nuseibeh, est sur le point d'entrer dans la mêlée. Elle représente un tout petit pays qui s'est fait une réputation de faiseur de paix à la manière trumpienne, en déclenchant des guerres, de l'Iran au Yémen, en passant par le Soudan. Il y a un certain réconfort à voir que tous ces réprouvés considèrent que l'ONU vaut la peine de se rouler dans la boue pour elle. On se demande si l'un d'entre eux a étudié la pensée de Marx, Groucho Marx, bien sûr, et s'est demandé s'il devrait vraiment adhérer à un club dont les critères sont à ce point dégradés qu'il les accepterait. Voilà où nous en sommes. Et cette organisation, à laquelle Jared Kushner, Tony Blair et d'autres comme eux participent, sert en ce moment de bouclier, pendant que Bibi Netanyahou tue entre 20 et 30 Palestiniens par jour. Sans parler de ce qu'il fait en Syrie, qui a mis Erdogan hors de lui. Sans parler de ce qu'il fait au Liban, qui va pousser l'Iran à le frapper de nouveau. Et Trump est impliqué là-dedans. Trump y est jusqu'au cou. Trump is in this for a penny and for a pound because he's making money out of it. Parce qu'il se fait de l'argent avec ça, tout comme Kushner, Witkoff et tous les autres. Tout cela, c'est une question d'argent. Ce n'est pas une question de Palestiniens. Ce n'est pas une question d'État palestinien. Ce n'est pas une question d'avenir de la région. Il s'agit d'un grand Israël, d'un côté pour Netanyahou, et il s'agit d'éliminer les Palestiniens pour que cela puisse arriver. Et il s'agit d'argent. Et au fond, pour Donald Trump, c'est l'argent. Pour Jared Kushner et tous les autres aussi, l'argent. Ils en veulent toujours plus. Dieu sait quelle somme pourrait les satisfaire. Je ne pense pas qu'aucune somme les satisferait, parce que ce qui les excite, c'est simplement ce mécanisme qui consiste à gagner de l'argent illicite. Et à cet égard, ils ont en Tony Blair un très, très grand partenaire. Larry, comment voyez-vous le conflit entre Israël et la Turquie en Syrie? Netanyahou ferait mieux de surveiller ses paroles. Je sais qu'Erdogan est la plupart du temps un peu comme une tempête dans un verre d'eau, mais Netanyahou ferait mieux de surveiller ses paroles. Il existe un vieux principe des relations internationales, exposé par Fred Hartman dans son livre Relations of Nations. Fred l'appelle la conservation des ennemis, et il le définit ainsi. Un jour, à Newport, il me l'a dit lui-même, une nation devrait éviter d'avoir, à un même moment, plus d'ennemis qu'elle ne peut en gérer. Bibi, lui, se fabrique des ennemis. Comptez-les. Je veux dire, même aujourd'hui, avec les exercices qui ont lieu avec la Chine, je mettrais l'Égypte dans cette catégorie.
Et je dirais que les ennemis qui l'entourent aux frontières, ce sont l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, l'Iran, certainement, et la Syrie, de plus en plus, je pense. Même si Jolani essaie, en quelque sorte, de naviguer entre les mots, si vous voulez. Je pense que lui aussi est un mâle, donc c'est assez intéressant. La Turquie, le Liban, peut-être même d'autres pays secondaires par rapport à cela, comme le Pakistan. Vous savez ce que j'ai entendu hier? Hier, j'ai entendu que la vraie raison pour laquelle l'entente a été créée, vous êtes prêts? C'était de s'allier avec l'Iran. Ça me paraît plus logique. That makes more sense to me. That makes more sense to me.